résilience, tous les éléments que tu as abordés, mais tout ceci fait partie d'un cadre, et qui est un cadre qui est le même. C'est-à-dire en fait cette opposition qu'il peut y avoir entre la vision de métropolisation de notre pays. N'oublions pas que dans notre région Occitanie, sur les 10 dernières années, 80% des nouveaux emplois qui ont été créés l'ont été dans les aires urbaines de Toulouse et de Montpellier. Et que par rapport à cela, bien sûr, ils mettaient toujours en avant le fait d'artificialiser pour accompagner et pour accueillir toutes ces nouvelles populations. Et c'est pour cela que je crois qu'aujourd'hui, nous sommes à un moment, alors que nous avons subi et pris de plein fouet, j'allais dire, excusez-moi l'expression, les affres de la loi NOTRe, et avec cette vision qui visait à toujours essayer de massifier pour avoir des structures toujours plus importantes, et de sortir du cadre historique, en fait, qui était celui de notre République, avec les communes et le département. Je crois que nous faisons tous partie de départementalistes convaincus pour dire, parce qu'on sait qu'on a une chance d'être entendu à l'échelon départemental, tandis qu'à l'échelon régional, et en plus maintenant, avec ce très grand échelon régional, c'est beaucoup plus difficile et beaucoup plus compliqué, et que par rapport à tout cela, je crois qu'il y a un enjeu, et qui est un enjeu important. Et nous sommes à la croisée des chemins. Je crois que cela a été dit, et par Philippe et par Bernard, que notamment par rapport à la loi ZAN, qui va être un élément majeur, et on s'est battu, je ne vais pas reprendre tous les éléments qu'ils ont abordés, y compris un amendement que malheureusement je ne vais pas pouvoir défendre en séance ce soir, mais j'ai demandé à un collègue de le faire, et qui est d'avoir pour ce fameux 1 hectare minima, d'avoir la possibilité de le mutualiser à l'échelle d'une interco, avec l'accord de la commune qui en dispose, d'une autre commune qui accepterait, qui pourra en recevoir, et de l'interco, avec cet accord. On ne sait pas si on va arriver à le faire passer, mais pour apporter aussi de la souplesse par rapport à ces enjeux et à ces éléments. Mais je crois que ce qui me paraît essentiel, c'est que chaque fois qu'il y a un certain nombre de textes qui sont votés, bon, je n'ai pas voté cette loi climat et résilience parce que je subordonnerai un certain nombre de choses par rapport à cela. Comme du reste, il y a bien longtemps, j'avais pas voté la constitutionnalisation du principe de précaution, parce que je sentais que, aussi, par rapport à notre ruralité, ceci pourrait avoir un certain nombre de conséquences. Mais à force d'accumuler tous ces éléments, nous nous trouvons face à une situation qui est une situation de difficulté, je veux dire, extrême, j'allais dire, pour notre ruralité. Et comme cela a été dit par plusieurs, quand vous avez été, en plus il y a un sentiment d'injustice, parce que quand vous avez été bon élève, que vous avez peu artificialisé, finalement, on va complètement vous limiter dans vos perspectives et dans vos possibilités. Ou quand vous êtes dans un territoire qui a aussi été victime d'une forme d'injustice territoriale, je fais référence à la 69, bon, si cette autoroute elle avait été faite il y a 20 ans, et ça fait bien longtemps qu'on la réclame, eh bien aujourd'hui, je veux dire entre guillemets, l'accompagnement et les éléments relatifs à l'artificialisation auraient été faits, et donc on va se trouver face à des collectivités qui vont avoir une infrastructure qui va irriguer un territoire, et puis leur dire, bah, vous n'aurez plus de possibilité, de perspective de développement, parce que c'est comme ça, parce qu'on vous applique des mécaniques nationales de manière abrupte. Donc, par rapport à tout cela, bien sûr, c'est cette notion de différenciation sur laquelle il faut que nous puissions jouer, pour laquelle nous essayons de nous battre, et nous l'avons fait, j'allais dire, tous les trois en séance mardi soir, et qui me paraît important que l'on puisse en tenir compte pour faire de telle sorte qu'il puisse y avoir, et je terminerai mon propos par là, cette notion d'espoir pour nos territoires et nos territoires ruraux. Parce qu'on ne peut pas dire qu'en fonction de critères qui ont été déterminés au niveau national, vous n'avez plus d'avenir. Et d'autant plus que, par rapport à tous ces enjeux, et tu as dit la valorisation de tout ce qu'apporte la ruralité pour le pays de manière globale et générale, et qui n'a pas été jusqu'à présent prise en compte comme cela devrait être le cas, eh bien, il faut le faire. Et essayer de donner un discours, et ce que tu as dit par rapport
à ton dernier propos, un discours positif par rapport à nos territoires. C'est-à-dire essayer de dire aussi, voilà, nous apportons un certain nombre de choses tout à fait intangibles à la société, et que par rapport à cela, eh bien, nous avons aussi ce droit et ce devoir donc d'être compensés, entre guillemets, par rapport à ce que nous apportons à la société de manière générale. Alors, on pourrait continuer pendant très longtemps, mais je crois que s'il va revenir à Patrick et à Philippe le soin de conclure. Mais Bernard, un grand merci donc pour être venu jusqu'à nous et d'avoir